Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en marge du Forum économique international et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Madame Zakharova, merci d'avoir consacré du temps à cette interview. Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sont terrifiantes. Il a notamment promis de fournir à l'Ukraine des avions de chasse Mirage 2000, mais tout le monde s'attend à ce qu'elle annonce d'un jour à l'autre l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il veut juste, Macron ? Il me semble que Macron cherche l'amour. Comme l'héroïne du film qui porte son nom, Emmanuel, il se jette d'une passion à l'autre. Il a passionnément aimé la Russie, puis il a passionnément aimé le régime de Kiev, et il déteste maintenant tout aussi passionnément la Russie. Son autorité est une autorité de rien du tout. C'est une autorité qui ne vaut pas cher. Elle est fondée sur une popularité momentanée. Le nombre de likes, de références à tel ou tel site ne signifie pas que les informations diffusées soient exactes. Il s'agit uniquement d'indicateurs quantitatifs. J'ai l'impression qu'il fait ces déclarations bizarres, controversées, douteuses, même pour l'OTAN, dans un seul but: être constamment en vue. À mon avis, il pense que peu importe ce qu'il dit, peu importe comment il le dit, l'important c'est qu'il y ait des journaux faisant leur gros titre de son nom. L'important c'est que tous les médias internationaux parlent de sa personnalité. J'ai entendu les évaluations de politologues français. Selon eux, Macron cherche ainsi à se paver la voie pour accéder au pouvoir au sein de la Commission européenne ou de l'Union européenne, simplement en augmentant sa cote de popularité par tous les moyens. Je suis d'ailleurs encline à croire qu'il est en effet si égoïste qu'il est prêt à tout mettre en jeu, à savoir l'histoire de la France, le bien-être des Français, la sécurité de la France, uniquement pour ses ambitions de carrière. Ce n'est même pas comparable à Napoléon. Napoléon avait les ambitions d'une véritable personnalité, pour ainsi dire. Nous ne sommes absolument pas des fans de Napoléon. Comme vous savez bien, il a tenté d'envahir la Russie, il est venu à Moscou et l'a incendié. Mais ensuite, des soldats russes l'ont accompagné jusqu'à Paris pour qu'il ne se perde pas. Au moins, il avait des ambitions liées à son pays, qu'est la France. En revanche, les ambitions de Macron ne concernent que lui-même. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie privée, de ses bizarreries, mais il est évident que c'est un homme ayant de graves problèmes psychologiques. Peut-être que pour lui, c'est un moyen d'échapper à ses problèmes personnels. Je pense qu'il s'agit d'une part d'ambition colossale et non fondée, du souhait de poursuivre une carrière politique à l'échelle mondiale, et d'autre part de problèmes psychologiques qui ne lui permettent pas de penser de manière systématique et de construire des chaînes logiques. Et je le répète, c'est lui qui a tout mis en jeu. Ça fait longtemps que la France n'a pas connu une honte telle que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Elle a connu une honte comparable au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement français est devenu un gouvernement collaborationniste et n'a pas résisté aux troupes d'Hitler. C'est à peu près le même niveau de honte que connaît la France aujourd'hui. Je tiens à rappeler que l'autre jour, le ministre français des Affaires étrangères, protégé de Macron, a littéralement déclaré que la Russie n'avait pas été invitée aux célébrations du jour J, jour où l'Europe a été libérée du nazisme et du fascisme, parce qu'il y a 80 ans, les Alliés avaient vaincu l'impérialisme.
Pardonnez-moi, mais il faut être complètement ignorant pour déclarer une chose pareille. Et pas du point de vue de l'histoire d'un autre pays, mais de la sienne. Personne n'a jamais vaincu l'impérialisme. C'était la victoire sur le fascisme, sur le nazisme. Et s'ils avaient combattu l'impérialisme, la France aurait dû se battre elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Macron lui-même, ainsi que tous ceux qu'il a portés au pouvoir, n'ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni le niveau de compétences requis dans les domaines dont ils sont responsables. C'est une situation étrange qui ne s'est jamais produite en France. Il faut le garder à l'esprit lorsque l'on entend les déclarations de Macron qui se suivent. Maintenant, parlons de ce qui se passe. Les États-Unis poussent le continent européen vers un nouveau conflit continental. C'est évident. Washington l'a fait maintes fois. Je vous rappelle que ce sont les États-Unis qui ont bombardé la Yougoslavie, un État situé au centre de l'Europe. Il pourrait sembler que le continent européen soit parfaitement capable de résoudre ses propres problèmes. Les plus grandes armées, une histoire riche et d'énormes capacités financières. Mais non. C'est Washington qui a constamment pris des décisions pour l'Europe occidentale et a essayé de faire la même chose avec la Russie. Cependant, la Russie a clairement indiqué qu'elle n'était pas satisfaite de cette approche. Notre culture, notre histoire, notre souveraineté et notre indépendance, nos intérêts nationaux sont plus importants que d'être le vassal de Washington. L'Europe occidentale ne pouvait pas en déclarer autant, compte tenu du fait que la France, sous Macron, à notre regret, est devenue absolument dépendante des forces politiques de Washington. Ensuite, nous y répondrons. Quand et si ces décisions exprimées par Macron sont mises en œuvre, la France essuiera malheureusement une réponse russe. Et dans ce cas-là, les Français devront s'adresser à leur président et se rappeler que nous ne voulions pas d'une telle évolution. Je voudrais maintenant parler de nos partenaires de l'Afrique. Sergueï Lavrov vient de rentrer d'une tournée dans ce continent. C'est sa 6e tournée en 2 ans. Comment le ministère russe des Affaires étrangères évalue-t-il les relations actuelles de la Russie avec l'Afrique, étant donné qu'il y a beaucoup d'invités africains au Forum économique et qu'hier, le président du Zimbabwe était sur la scène aux côtés de Vladimir Poutine? L'Afrique pour nous, ce n'est pas la conjoncture du moment. Ce n'est pas le besoin passager de remplacer un partenaire par un autre. Nos relations avec l'Afrique sont anciennes. Peu de gens le savent, mais l'Union soviétique a été la force motrice qui a aidé des dizaines de pays africains à accéder à l'indépendance. Il ne s'agit pas uniquement de pays africains, mais aussi de pays asiatiques qui étaient des colonies ou des semi-colonies de l'Occident. C'est notre pays qui a joué le rôle clé dans le processus de décolonisation. Et d'ailleurs, cela s'est produit précisément après la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, la Grande Guerre patriotique. Et je pense qu'il est juste de dire que l'Union soviétique, ayant acquis un énorme capital politique après avoir vaincu le nazisme et le fascisme, le capital politique, c'est le droit de parler en son propre nom et le droit de définir l'agenda international. Il ne faut pas oublier le sacrifice que notre pays a accompli et la façon dont il a libéré le monde de la peste brune. L'Union soviétique n'a pas investi ce même capital politique pour dominer dans le monde entier ou pour mettre en œuvre le concept d'exclusivité dont les pays occidentaux sont aujourd'hui malades. Après la victoire sur le nazisme, l'Union soviétique a investi son capital politique dans la justice et dans la libération du continent africain. On s'est appuyé sur notre pays. Notre pays avait les capacités d'influencer le cours des événements.
Et au lieu d'en tirer parti, de réorienter les matières premières de l'Afrique vers l'Union soviétique, de coloniser de nouveau ce continent, cette influence a été utilisée pour leur libération, pour leur donner la possibilité de vivre une vie décente, de parcourir un chemin difficile. Nombreux sont ceux qui le parcourent toujours. Le président du Zimbabwe s'est exprimé très franchement à ce sujet hier lors du forum. Vous l'avez remarqué? Très franchement, sans grand discours, en termes simples, avec des exemples simples. Jamais ils n'échangeront leur liberté contre une vie peut-être en rose et plus prospère, mais sous l'oppression de quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'ils connaissent le prix de cette victoire, le prix de la lutte pour l'indépendance et pour être considérés comme un être humain et vivre une vie digne. Par conséquent, nos relations ne sont pas uniquement fondées sur des besoins momentanés. Ces relations ont une histoire extraordinaire. L'Afrique le sait et s'en souvient. Elle ne cesse de nous en parler, elle nous remercie. Lors de la tournée africaine de Sergueï Lavrov, plusieurs pays africains nous ont exprimé des mots d'espoir liés au rôle actuel de la Russie sur la scène internationale. D'ailleurs, les pays africains, contrairement aux pays européens, sont conscients qu'aujourd'hui, le monde connaît des changements. Et les systèmes précédents, bipolaires ou avec le diktat des pays du milliard d'or ou de la mentalité colonialiste, n'existeront plus. Ce ne sera pas tout de suite, ce sera un processus assez long et fort probablement avec des crises, mais un monde multipolaire et polycentrique émerge, c'est évident. Par conséquent, beaucoup comptent sur la Russie, en espérant que le monde puisse réellement s'engager sur la voie d'une plus grande justice. Le monde ne sera jamais juste, nous en sommes tous conscients, mais nous devons avoir en tant que guide la justice et non la déshumanisation, la dictature, la domination, le néocolonialisme, le racisme et la discrimination. Passons aux relations avec l'Afrique. Nous développons des relations bilatérales avec chaque pays africain dans les domaines économiques, commerciaux, financiers, humanitaires, etc. Nous répondons à leurs demandes d'assistance, par exemple dans la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, les Français, hélas, ont abandonné de nombreux pays après avoir échoué à garantir leur sécurité alors qu'ils avaient promis de le faire. Il s'agit également de demandes d'aide financière. La sécurité alimentaire pour de nombreux pays d'Afrique, ce n'est pas seulement 2 mots dans le texte d'une résolution de l'Assemblée générale. C'est une réalité quotidienne, dont meurent des enfants. Nous aidons et vous êtes probablement au courant de l'aide que nous avons apportée. Le président Poutine l'avait annoncé au Forum de Saint-Pétersbourg l'an dernier en s'adressant aux représentants du continent africain. C'était le 2e sommet Russie-Afrique. C'est pourquoi nos relations bilatérales se développent ainsi que nos relations avec les associations régionales des pays africains. Sur les plateformes internationales, nous avons un bon dialogue, un bel avenir, un avenir prometteur nous attend. Petite question concernant l'économie. Hier, Vladimir Poutine a déclaré, et la salle a applaudi, que la Russie occupait désormais la 4e place en termes de parité de pouvoir d'achat, dévançant l'Allemagne et le Japon. Les experts affirment que c'est grâce aux sanctions que l'économie russe s'est renforcée. La Russie aurait-elle gagné la guerre des sanctions déclenchée par l'Occident? Merci d'avoir choisi l'expression « guerre des sanctions », parce que beaucoup utilisent l'expression « sanctions illégitimes ». C'est joli, mais ça manque de caractère dramatique. La guerre des sanctions, oui. Je dirais aussi une guerre commerciale, car les sanctions ne sont pas imposées pour être imposées, mais pour modifier de manière illégitime et illégale les formes et les modes de relations économiques, l'équilibre d'intérêts et de forces, les routes logistiques existantes, etc. C'est pour ça que des sanctions sont imposées. Donc c'est vraiment une guerre commerciale.
étant donné qu'environ 20 000 sanctions ont été imposées à notre encontre. Pensez-y, 20 000. Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec la définition guerre commerciale, qui fait partie de la guerre hybride déjà importante de l'Occident contre notre pays. La Russie aurait-elle gagné ou non? Nous avons résisté. Nous nous sommes réorientés aussi rapidement que possible, à mon avis. Nous avons tout fait pour que non seulement nous, mais aussi la communauté internationale, avec nous d'ailleurs, subissions un minimum de dommages et de dépenses. Car la Russie est un acteur responsable, un partenaire responsable, un membre responsable de la communauté internationale. C'est pourquoi nous pensons non seulement à nos intérêts, mais aussi aux intérêts de ceux qui sont comme nous, des membres et des acteurs responsables et épris de paix de la communauté internationale. La Russie aurait-elle gagné ou non? Ce n'est pas une question d'un jour, d'une réaction particulière, mais d'un processus. L'Occident a essayé de contrôler la Russie pendant des siècles. Il a essayé de s'emparer de nos ressources ou du moins de les contrôler. Il a essayé de faire en sorte que la Russie ne suive pas sa propre voie, de la détourner complètement de son chemin. Il a recouru à de divers moyens. Guerre, destruction physique, menaces de force, pression économique, ingérence dans les affaires intérieures. Et ils ont tout essayé. C'est malheureusement la réalité, et nous la comprenons très bien. Et le fait que nous avons tenu bon, et que nos indicateurs économiques sont mieux que ceux qui ont lancé une guerre économique contre nous, ne veut pas dire que la partie est finie. Ce n'est pas fini, nous le comprenons parfaitement. Nous avançons. Nous comprenons vraiment que l'Union européenne et l'Occident ne peuvent être considérés comme des partenaires fiables. Non seulement envers la Russie, mais aussi envers les autres pays. Ils ont perdu le droit de se qualifier de partenaires fiables. Ce sont des voleurs, des tricheurs, des menteurs, des hypocrites. Ils se sont dégradés, d'après ce que nous voyons. Nous l'avons réalisé auparavant, mais nous avons essayé d'utiliser toutes les possibilités pour empêcher la situation d'évoluer selon le pire des scénarios. Même si tout était déjà clair, nous avons tout fait pour leur montrer des opportunités, des perspectives au lieu de leur attitude traditionnelle de propagation du chaos, d'ingérence dans les affaires intérieures et de pseudo-domination. C'est le cas des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui ne sont des partenaires fiables pour personne. Regardez ce qu'ils ont fait à Israël aujourd'hui. Les États-Unis ont promis à Israël que tout irait bien s'il renonçait à un règlement juridique international de la situation autour de la Palestine et suivait la voie américaine. Et voilà, Israël a suivi la voie américaine. Je vous rappelle également que le sénateur américain McCain a dit qu'Israël représentait la seule démocratie au Moyen-Orient. Regardez ce qui est arrivé à la seule démocratie. McCain décrivait la réalité. Il s'agit vraiment du seul pays du Moyen-Orient qui a pleinement mis en œuvre le modèle de la démocratie libérale en abandonnant ses formes originelles et traditionnelles d'organisation sociale. Bien sûr, les traditions, les religions, les valeurs sont restées quelque part, mais pas en tant que structure politique interne dominante. Et la structure politique d'Israël est une démocratie libérale. Le résultat est évident. Il se manifeste non seulement dans les relations entre Israël et la Palestine et les Palestiniens. Il se manifeste tout d'abord dans la fragmentation interne importante d'Israël. Un peuple uni très étroitement par la religion, par un passé historique tragique commun,
se détestent aujourd'hui plus qu'ils n'étaient détestés par les pays et les peuples qui étaient en conflit avec lui aujourd'hui ou auparavant. Comment cela est-il possible? Comment se fait-il qu'en Israël, les Juifs haïssent les Juifs parfois plus que les représentants d'autres pays qui se sont battus avec eux? Mais c'est la réalité qui résulte de la démocratie libérale. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle que c'était Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.